Sur le parking de l'aéroport, j'ai trouvé mon fils en train de dormir dans sa voiture avec ses jumeaux. J'ai demandé, où sont les 150 000 $ que j'ai investis dans ta start-up? Il s'est effondré, ma femme et sa famille ont tout pris et ont prétendu que je suis mentalement instable. Je suis devenu furieux, rassemble tes affaires. ON règle CCD maintenant. Je me suis garé sur le parking longue durée de l'aéroport international Pearson de Toronto, tout excité à l'idée de surprendre mon fils pour son anniversaire. C'était censé être une bonne journée. J'avais pris l'avion depuis Vancouver spécialement pour ça. Mais, alors que je marchais entre les rangées de véhicules stationnés, quelque chose a attiré mon regard. Une Honda Civic argentée avec de la buée sur les vitres. Et à l'intérieur, j'ai vu du mouvement. Je me suis approché. Mon cœur s'est arrêté. C'était mon fils. Mon fils Michael dormait sur la banquette arrière avec ses jumeaux, Nathan et Oliver, recroquevillés à côté de lui sous une seule couverture, sur un parking d'aéroport. En plein mois de mars. J'ai frappé à la vitre. Les yeux de Michael se sont ouverts brusquement. Pendant un instant, il m'a juste fixé à travers la vitre, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de mon fils auparavant. De la honte. Il a ouvert la porte lentement. Les garçons dormaient encore. « Papa » a-t-il dit, la voix enrouée. « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là ?» Je ne pouvais pas garder ma voix stable. « Michael, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Où est la maison? Où est Jennifer? Pourquoi vis-tu dans ta voiture avec mes petits-fils? » Il a détourné le regard. « C'est compliqué. » « Compliqué? Tu dors sur un parking avec des enfants de 5 ans en plein mois de mars. » Les garçons ont commencé à se réveiller. Nathan s'est frotté les yeux et m'a vu. « Papy. » Sa petite voix a brisé quelque chose dans ma poitrine. « Eh, bonhomme » ai-je dit en me forçant à sourire. « Pourquoi Oliver et toi ne viendriez-vous pas prendre le petit déjeuner avec papy? Ton papa et moi devons parler. » 1 heure plus tard, les garçons mangeaient des pancakes au Tim Hortons de l'aéroport, tandis que Michael et moi étions assis à une table séparée. Il avait l'air maigre, fatigué, vaincu. « Raconte-moi tout » ai-je dit. Il a pris une respiration tremblante. « Jennifer m'a quitté il y a 3 mois. Mais ce n'est pas seulement qu'elle est partie. Elle a tout pris, papa. Tout. La maison, les comptes bancaires, l'argent de l'entreprise, tout. » Comment ça, tout? La maison était à vos 2 noms. Elle m'a fait signer des papiers. Elle a dit que c'était pour des raisons fiscales, pour mettre la maison à son nom uniquement. Je lui ai fait confiance. J'ai signé. Puis un jour, je suis rentré du travail et les serrures avaient été changées. Il y avait une ordonnance de restriction. Son avocat a prétendu que j'étais mentalement instable, dangereux. Il a dit que je la menaçais. C'est de la folie. Tu n'as jamais été violent un seul jour de ta vie. Je sais, mais elle avait des preuves, papa. Ou du moins, son avocat a dit qu'elle en avait. Des SMS que j'aurais envoyés, des emails, des témoins qui prétendaient m'avoir vu agir de manière erratique. Ses parents ont soutenu chaque mot. Ils ont dressé le portrait d'un mari instable et contrôlant, et le juge les a crus. Et l'argent? Les 150 000 $ que j'ai investis dans ta start-up. Le visage de Michael s'est effondré, livide. C'était elle qui gérait les comptes de l'entreprise. La veille de son départ, elle a tout transféré sur un compte d'investissement appartenant à son père. Elle a prétendu que c'était un prêt commercial légitime dont nous avions discuté. Je n'ai aucune preuve du contraire car elle s'occupait de toute la paperasse et des garçons. L'audience pour la garde a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai perdu. Je n'ai droit qu'à des visites supervisées 2 fois par semaine. Le reste du temps, ils sont avec elle et ses parents. Le tribunal a dit que je devais d'abord prouver que j'avais un logement stable et un emploi. Mais je ne peux pas avoir de logement stable sans argent. Et Jennifer a fait en sorte que je n'ai rien. Je travaille, mais je gagne à peine assez pour la nourriture sur cette place de parking. Je prends ma douche à la salle de sport. Les garçons pensent que nous sommes à l'aventure. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Une rage comme je n'en avais pas ressenti depuis la mort de ma femme. Où es-tu censé avoir ces visites supervisées? Chez ses parents, avec sa mère qui surveille. C'est humiliant. Ils observent chaque interaction. Prennent des notes.
Je ne peux même pas serrer mes propres fils dans mes bras sans avoir l'impression d'être jugé. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit. Range ta voiture. Toi et les garçons venez rester à mon hôtel jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ensuite, on va régler ça. Papa, tu ne comprends pas. Sa famille a de l'argent. Son père, Douglas, est promoteur immobilier. Ils ont des avocats. De bons avocats. Je ne peux pas me battre contre eux. Peut-être que toi tu ne peux pas, mais nous, on le peut. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis dans la chambre d'hôtel, je me suis assis au bureau et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat à Vancouver, Paul Chen, que je connaissais depuis 30 ans. Ensuite à une vieille amie, l'inspectrice Sarah Morrison de la police de Toronto, qui me devait une faveur depuis des années, quand j'avais aidé son fils à entrer à l'université. Paul, j'ai besoin que tu me recommandes le meilleur avocat en droit de la famille de l'Ontario. L'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe, James? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Ça sent la fraude, a dit Paul. Les transferts de comptes d'entreprise, les documents falsifiés, les témoignages coordonnés. Si ce que dit Michael est vrai, ce n'est pas juste un litige pour la garde. C'est du vol organisé. Tu as besoin de quelqu'un qui gère à la fois le droit de la famille et les crimes financiers. Il m'a donné un nom, Rebecca Hart, l'une des meilleures avocates de Toronto, spécialisée dans les affaires de garde très conflictuelles avec des composantes d'abus financiers. Ses honoraires étaient élevés. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai rencontré Rebecca. Elle était dans la quarantaine, le regard perçant, une attitude sans fioriture. Racontez-moi tout, a-t-elle dit. Et je dis bien tout. N'omettez aucun détail que vous jugez insignifiant. J'ai raconté l'histoire de Michael. Elle a pris des notes, posé des questions pointues, puis s'est adossée à sa chaise. Voici ce à quoi nous avons affaire, a dit Rebecca. L'ex-femme de votre fils et sa famille ont mis en place ce qu'on appelle un contrôle coercitif financier avec aliénation parentale. Ils l'ont systématiquement dépouillé de ses ressources, de sa crédibilité et de l'accès à ses enfants. Les SMS, les témoins, les accusations sur la santé mentale. C'est un manuel classique. J'ai déjà vu ça. Peut-on le prouver? Ça dépend. Avez-vous des documents de l'entreprise? Des relevés bancaires, des emails, n'importe quoi. J'ai les confirmations de virement de l'époque où j'ai investi l'argent. Des emails de Michael sur le plan d'affaires, mais Jennifer gérait la plupart des comptes de l'entreprise. C'est un début. Qu'en est-il de la santé mentale de Michael? Ils prétendent qu'il est instable. A-t-il des dossiers médicaux prouvant le contraire? Il voyait une thérapeute l'année dernière. Pas parce qu'il était instable, mais parce que le travail était stressant. Il essayait de gérer la pression de la start-up. Rebecca a hoché la tête. C'est en fait une bonne chose. Des dossiers de thérapie montrant qu'il gérait le stress de manière proactive prouvent le contraire de leurs affirmations. Nous avons besoin de ces dossiers. Nous devons aussi faire une analyse comptable forensique des comptes de l'entreprise. Si de l'argent a été transféré de manière inappropriée, nous le trouverons. Et nous devons interroger les témoins qui ont prétendu que Michael était instable. Je vous garantis que leurs histoires ne tiendront pas la route si on les examine de près. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, peut-être plus. Le tribunal de la famille avance lentement. Mais en attendant, nous pouvons déposer une requête d'urgence pour modifier les modalités de garde. Si nous pouvons montrer que les garçons sont dans un environnement stable avec vous et Michael, et que Jennifer a obtenu la garde par des moyens frauduleux, nous pourrions obtenir une garde partagée temporaire pendant que l'affaire suit son cours. Faites-le. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un homme en mission. J'ai loué un appartement de 3 chambres à Mississauga, je l'ai meublé, j'ai inscrit Nathan et Oliver dans une école à proximité. Michael a obtenu un emploi dans une entreprise technologique, grâce à un ancien collègue qui croyait en lui. Je me suis fait un devoir de monter le dossier. Je suis allé sur l'ancien lieu de travail de Michael et j'ai parlé à ses collègues. Tous, sans exception, ont été choqués par les accusations. Michael instable? C'est absurde, a déclaré Tom Rodriguez, son ancien partenaire commercial. C'était la personne la plus calme de la pièce pendant les crises. C'était Jennifer qui était explosive. Je me souviens qu'elle lui a hurlé dessus au bureau une fois parce qu'il travaillait tard.
Seriez-vous prêt à témoigner de cela, ai-je demandé. Absolument. J'ai retrouvé la thérapeute, le docteur Lisa Patel. Elle ne pouvait pas partager les dossiers de Michael sans son consentement, mais Michael a signé l'autorisation immédiatement. Lorsque le docteur Patel a fourni ses notes, elle dressait un tableau clair d'un homme gérant un stress professionnel normal avec des mécanismes d'adaptation sains, sans aucun signe d'instabilité ou d'agression. Ensuite, j'ai commencé à creuser du côté de la famille de Jennifer. Son père, Douglas Whitmore, était promoteur immobilier à Oakville. En apparence, tout semblait légitime, mais mon amie l'inspectrice Sarah a fait quelques vérifications. James, Douglas Whitmore a fait l'objet de 2 enquêtes du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les 2 fois pour des dépôts suspects de grosses sommes en espèces. Pas d'inculpation, mais des signaux d'alarme. Et écoute ça, il y a 3 ans, un partenaire commercial l'a poursuivi pour fraude. L'affaire s'est réglée à l'amiable. Dossier sous scellé. Peut-on utiliser ça? Ça dépend de ce que ton avocate peut déterrer, mais ça établit un schéma. Rebecca a engagé un expert comptable judiciaire, Martin Ho. Ça lui a pris 3 semaines, mais il a retracé chaque dollar des comptes d'entreprise de Michael. Ce qu'il a trouvé était accablant. Les 150 000 $ que j'avais investis avaient été transférés sur un compte appartenant à Douglas Whitmore, étiqueté comme un prêt commercial. Mais il n'y avait aucun accord de prêt, aucune modalité, aucun échéancier de remboursement, rien par écrit, juste un transfert effectué la veille du dépôt de la demande d'ordonnance de restriction par Jennifer. D'autres transferts ont suivi. Sur 14 mois, Jennifer avait systématiquement déplacé de l'argent du compte de l'entreprise vers des comptes personnels, puis vers les comptes de son père. De petites sommes au début, 500 par-ci, 1000 par-là, puis des sommes plus importantes. À la fin, elle avait transféré près de 280 000 $. Ce n'est pas un litige conjugal, a dit Martin en me montrant son rapport. C'est un détournement de fonds. Elle vidait l'entreprise tout en maintenant une apparence de normalité, et son père était complice. Michael peut-il récupérer l'argent? Si nous pouvons prouver la fraude, oui, mais cela nécessitera des poursuites pénales, pas seulement un tribunal civil. Cela dépasse le droit de la famille. Rebecca a déposé des requêtes. D'abord, une requête d'urgence pour modifier la garde, présentant des preuves que Michael avait désormais un logement et un emploi stable, et que les garçons vivaient avec lui et moi depuis 1 mois, s'épanouissant à l'école et voyant leur pédiatre régulièrement. Elle a présenté les dossiers du docteur Patel, démolissant les allégations d'instabilité mentale. Elle a présenté les témoignages des collègues de Michael, prouvant que les accusations de Jennifer étaient fausses. L'avocat de Jennifer, un type mielleux nommé Trevor Harding, a riposté durement. Il a prétendu que Michael n'était stable que parce que je finançais tout, que ce n'était pas durable, que les garçons avaient besoin de leur mère. Mais Rebecca était implacable. Elle a interrogé les témoins de Jennifer. Une par une, leurs histoires se sont effondrées. L'amie de Jennifer, Melissa, qui prétendait avoir vu Michael agir de manière erratique lors d'une fête, a admis sous serment qu'elle n'en avait entendu parler que par Jennifer et qu'elle n'avait rien vu elle-même. Le voisin de Jennifer, qui prétendait que Michael avait hurlé des menaces, a admis qu'il n'avait jamais vraiment entendu les mots, mais qu'il avait juste vu Michael avoir l'air en colère à travers une fenêtre. Les visites supervisées sont devenues notre preuve la plus forte. J'ai assisté à plusieurs d'entre elles avec Michael. La mère de Jennifer, Patricia Whitmore, s'asseyait dans un coin avec un carnet, écrivant constamment. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Michael avait commencé à enregistrer l'audio de chaque visite sur son téléphone, légalement, puisque c'était dans un espace partagé avec le consentement affiché au mur. Ce que les enregistrements montraient était accablant. Les garçons étaient heureux, équilibrés, excités de voir leur père. Ils l'appelaient papa spontanément, le serraient dans leurs bras, lui parlaient de l'école. Il n'y avait aucune peur, aucune hésitation. C'étaient des enfants normaux avec leur père normal. Mais les notes de Patricia, elles, peignaient un tableau complètement différent. Père semblait agité. Enfant semblait renfermé. Ton du père agressif. Que des mensonges, tous des mensonges documentés contredits par les enregistrements audio. Rebecca a soumis les enregistrements au tribunal avec une requête pour mettre fin aux visites supervisées, arguant que la supervision était utilisée comme une arme pour créer de fausses preuves. Puis est arrivé le rapport de comptabilité judiciaire. Martin avait retracé chaque transfert frauduleux. Rebecca ne s'est pas contentée de le soumettre au tribunal de la famille.
Elle l'a soumis à la division des fraudes de la police et à l'Agence du revenu du Canada. Douglas Whitmore faisait désormais l'objet d'une enquête pour évasion fiscale et fraude. Jennifer risquait des poursuites pénales pour détournement de fonds. L'audience pour la garde était prévue pour juillet. 6 mois après que j'avais trouvé mon fils sur ce parking. La salle d'audience était tendue. Jennifer était assise avec ses parents et son avocat, l'air confiant. Michael était assis avec moi et Rebecca, l'air nerveux mais déterminé. La juge était la juge Margaret Holloway, une femme dans la soixantaine réputée pour être minutieuse et juste. Rebecca a présenté notre dossier méthodiquement. La comptabilité judiciaire, les fausses accusations, les témoignages contradictoires, les enregistrements audio prouvant que les visites supervisées étaient manipulées, les dossiers du docteur Patel, l'emploi et le logement stable de Michael. Trevor Harding a essayé de tout discréditer. Il a soutenu que la stabilité de Michael n'était due qu'à mon soutien financier, qui n'était pas durable. Il a soutenu que les garçons avaient besoin de leur mère, qu'ils s'étaient épanouis sous la garde de Jennifer. Puis Rebecca a appelé Jennifer à la barre. Madame Reeves, vous avez témoigné avoir transféré des fonds du compte de l'entreprise vers le compte de votre père en tant que prêt commercial. Est-ce exact? Oui. Où est l'accord de prêt? C'était un accord verbal. Un accord verbal pour 150 000 $? Oui. Mon père nous aidait pendant une période difficile. Pourquoi était-ce difficile? Selon les relevés bancaires, l'entreprise était rentable. Les revenus étaient solides. Jennifer a hésité. Michael dépensait de manière irréfléchie. En quoi? Je ne sais pas. Il gérait les dépenses. Rebecca a sorti des relevés bancaires. Ces documents montrent que les dépenses personnelles de Michael étaient cohérentes et modestes. Loyer, courses, factures, transport. En revanche, vos relevés de cartes de crédit personnel montrent des dépenses dans des restaurants haut de gamme, des boutiques, des services de spa, totalisant plus de 30 000 $ en 6 mois. Appelleriez-vous cela des dépenses irréfléchies? Je mérite de profiter du succès de l'entreprise. Était-ce votre entreprise ou était-ce une coentreprise avec votre mari financée par l'investissement de son père? C'était conjoint. Alors pourquoi avez-vous transféré les fonds sans qu'il le sache ou sans son consentement? Il le savait. Rebecca a sorti des relevés téléphoniques. Vos relevés téléphoniques ne montrent aucun appel ni SMS à Michael le jour du transfert. Aucune discussion. Le transfert a eu lieu à 9 heures. Michael était en réunion client à l'autre bout de la ville. Comment le savait-il? Le visage de Jennifer a rougi. Je ne me souviens pas des détails exacts. Pratique. Parlons des accusations concernant la santé mentale. Vous avez prétendu que Michael envoyait des SMS menaçants. Où sont ces messages? Je les ai effacés. J'avais peur. Vous aviez peur. Donc, vous avez effacé les preuves, mais vous avez gardé des captures d'écran pour les montrer à votre avocat. Oui. Les captures d'écran que vous avez fournies ont été analysées par un expert en criminalistique numérique. Elles montrent des signes de manipulation. Les horodatages ne correspondent pas aux relevés téléphoniques. Les fils de messages sont incomplets. En fait, les métadonnées montrent que ces images ont été créées sur un ordinateur, et non capturées depuis un téléphone. Souhaitez-vous expliquer cela? Trevor Harding a fait objection. La juge a rejeté l'objection. Jennifer a bafouillé. Je ne sais pas. Peut-être que mon téléphone déconnait ou peut-être que ces messages ont été fabriqués. La salle d'audience était silencieuse. Rebecca a continué. Vous avez également prétendu que Michael était mentalement instable. Pourtant, les dossiers du docteur Lisa Patel, que nous avons soumis, ne montrent aucun signe d'instabilité. En fait, ils montrent un homme gérant de manière proactive un stress professionnel normal. Étiez-vous au courant de ces dossiers lorsque vous avez porté vos accusations? Non. Avez-vous déjà encouragé Michael à voir un thérapeute? Non. Donc, vous prétendez qu'il était instable, mais vous ne l'avez jamais encouragé à se faire aider. Et quand il a obtenu de l'aide par lui-même, vous l'avez utilisé contre lui. Jennifer n'a pas répondu. Rebecca s'est tournée vers la juge. Votre honneur, ce que nous avons ici est un effort délibéré et coordonné pour détruire la relation d'un père avec ses enfants tout en volant ses ressources financières. Les preuves sont accablantes, transferts financiers frauduleux, SMS fabriqués, fausses accusations,
rapport de visite supervisé manipulé. Jennifer Whitmore et sa famille ont utilisé le système judiciaire familial comme une arme pour un gain financier. Trevor Harding s'est levé, votre honneur, ma cliente a commis des erreurs, mais sa préoccupation principale a toujours été le bien-être de ses enfants. Rebecca a riposté. Si sa préoccupation principale était les enfants, pourquoi leur a-t-elle laissé croire que leur père les avait abandonnés? Pourquoi a-t-elle restreint ses contacts? Pourquoi a-t-elle créé un environnement où ces garçons pensaient que leur père ne voulait pas d'eux? Les enregistrements audio montrent des enfants qui aiment leur père, qui sont heureux de le voir. Ce n'est pas le comportement d'enfants qui ont été protégés d'un parent instable. C'est le comportement d'enfants à qui on a menti. La juge Holloway a regardé Jennifer. Madame Whitmore, j'ai examiné toutes les preuves, la comptabilité judiciaire, l'analyse numérique, les témoignages, les enregistrements audio. Je trouve profondément troublant que vous ayez porté de graves accusations contre votre ex-mari sans preuve crédible. Je trouve encore plus troublant que des fonds aient été transférés hors d'une entreprise détenue conjointement sans documentation ni consentement approprié. Elle s'est tournée vers Michael. Monsieur Reeves, j'ai également examiné les dossiers du docteur Patel et votre situation de vie actuelle. Vous avez un emploi stable, un logement stable, et vos fils s'épanouissent clairement sous votre garde. Je ne vois aucune preuve de l'instabilité revendiquée par votre ex-femme. Elle a saisi son maillet. J'ordonne une modification immédiate de la garde. L'autorité parentale sera partagée à parts égales entre les deux parents. La garde physique sera partagée à 50-50e, les deux parents ayant un temps parental égal. Les visites supervisées sont terminées. Monsieur Reeves aura un accès non supervisé à ses enfants, avec effet immédiat. Jennifer a eu le souffle coupé. Sa mère s'est levée. Votre honneur, c'est scandaleux. Asseyez-vous, Madame Whitmore. Je n'ai pas fini. J'ordonne également à Jennifer Whitmore de rembourser la somme de $280 000 à Michael Reeves, représentant les fonds transférés de manière inappropriée du compte de l'entreprise. Si le remboursement n'est pas effectué dans les 90 jours, j'autoriserai la saisie des biens. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la Couronne pour d'éventuelles poursuites pénales. Ce tribunal n'apprécie pas la fraude. Elle a frappé avec le maillet. L'audience est levée. Les genoux de Michael ont flanché. Je l'ai rattrapé. Il pleurait. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. À l'extérieur de la salle d'audience, Nathan et Oliver ont couru vers lui. Ils étaient dans une salle d'attente avec une assistante sociale. Michael est tombé à genoux et les a serrés tous les deux dans ses bras, les tenant comme s'il n'allait jamais les lâcher. « Papa, on rentre à la maison » a demandé Nathan. « Ouais, bonhomme. On rentre à la maison. » 3 mois plus tard, le père de Jennifer, Douglas, a été inculpé de fraude et d'évasion fiscale. Jennifer elle-même a fait face à des accusations de détournement de fonds. Son avocat a négocié un accord de plaidoyer où elle rembourserait l'argent et éviterait la prison en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour des accusations moindres. L'argent est revenu, la majeure partie en tout cas. Les frais juridiques en avaient englouti une partie, mais Michael en avait assez pour redémarrer. Il a lancé une nouvelle entreprise, cette fois avec des contrats en béton et un avocat qui examinait tout. Nathan et Oliver partageaient leur temps entre les deux parents, mais Michael les avait plus souvent qu'à son tour. Jennifer avait visiblement décroché, plus intéressée à sauver sa propre vie qu'à être mère. Je suis resté à Toronto, j'ai loué un appartement près de chez Michael. Je vois mes petits-fils 3 fois par semaine. On va au parc. J'aide aux devoirs. Je leur apprends à jouer aux échecs. Un soir, environ 1 an après ce jour sur le parking, Michael et moi étions assis sur mon balcon pendant que les garçons jouaient à l'intérieur. Il m'a regardé. « Je ne t'ai jamais remercié correctement » a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Si, je dois le faire. Si tu n'étais pas venu ce jour-là, si tu ne m'avais pas aidé à me battre, je vivrais encore dans ma voiture. Ou pire, j'aurais perdu mes garçons pour toujours. Tu es mon fils. C'est ce que font les pères. » Il est resté silencieux un moment. Je pensais avoir tout perdu. Ma femme, ma maison, mon entreprise, mes enfants. Je pensais que c'était moi le problème. Que peut-être j'étais vraiment instable. Et que tout le monde pouvait le voir sauf moi. Tu n'as jamais été le problème. Il voulait que tu le penses. C'est comme ça que fonctionnent les agresseurs.
Ils te font douter de toi-même. Je le sais maintenant. Mais pendant des mois, je l'ai cru. Le tribunal l'a cru. Tout le monde l'a cru sauf toi. Je connais mon fils. Je te connais depuis le jour de ta naissance. Je sais qui tu es, et tu n'es pas ce qu'ils ont essayé de faire de toi. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis en silence à regarder le soleil se coucher sur Toronto. Papa, a-t-il dit après un moment. Ouais. Merci. Je me suis penché et j'ai pressé son épaule. Tu aurais fait la même chose pour tes garçons. Il a souri. Je le ferai parce que je l'ai appris de toi. À l'intérieur, Nathan a crié. Papy, viens jouer au Jenga avec nous. Je me suis levé. Le devoir m'appelle. Michael Harry. Vas-y. Je vais commander une pizza. Je suis entré là où mes petits-fils construisaient une tour précaire de blocs de bois. Oliver m'a regardé et a souri. Papy, ne la laisse pas tomber. Je me suis assis prudemment. Je ne le ferai pas, bonhomme. Je ne laisserai rien tomber. Et je le pensais vraiment. Pas seulement la tour. Pas seulement ce moment. Je parlais de tout ça. Cette famille, ces garçons, mon fils. Je les protégerai quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce que fait la famille. On ne laisse pas tomber les siens.